bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait le chat, je vais le mettre de côté. Donc, s'il y a des questions au fil de l'eau, vous n'hésitez surtout pas. L'objectif, ça va être de parler pendant 40-50 minutes d'acquisition. Donc, c'est un sujet que j'adore, qu'on traite tous les jours à Rocket School, que je vous présenterai un petit peu aussi au fil de l'eau, et de vous aider un petit peu à définir, à trouver des stratégies pour aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'aujourd'hui, on en a bien conscience, une fois qu'on a un bon produit, faut le vendre, et pour le vendre, faut aller chercher des clients. Pour ça, on a deux approches, soit ce qu'on appelle de l'inbound, où on va faire venir les clients à soi, soit ce qu'on appelle de l'outbound, où on va aller chercher les clients. Donc, une approche plutôt marketing, où on va faire en sorte de faire venir les clients, une approche plutôt vente commerciale, où on va aller chercher les clients. Donc, nous, on va plutôt parler commercial, aller chercher des clients en B2B, des clients qui sont plutôt où on a du volume. C'est-à-dire que si vous avez 15 clients, ce qu'on va vous montrer ici est intéressant, mais ce n'est pas forcément la meilleure technique, en tout cas 15 clients potentiels, pardon. Par contre, si vous ciblez tous les DRH, tous les directeurs commerciaux, là pour le coup, ce sera assez intéressant de voir comment on peut automatiser, simplifier une bonne partie des tâches. On est combien là? On est 40, 45, donc c'est cool. Je vois quelques personnes connues, donc parfait. Je vérifie que je n'ai pas trop d'étudiants qui viennent récupérer des infos avant de continuer leur cours. Non, ça va, tout va bien. Ah si, j'en vois quelques-uns, trop bien. Bon, bienvenue à tous. Bref, les outils du commercial 3.0. 50 minutes pour identifier et engager 500 leads qu'on fait avec nos amis de School Lab, et on est très content du coup de partager un maximum de bonnes pratiques et de connaissances sur le sujet. Si pendant que je présente, vous pensez à des sujets, tiens, il y a telle technique, tel site qui est génial, il faut à tout prix que tout le monde le regarde, vous n'hésitez pas, vous l'envoyez dans la partie conversation, comme ça on se le partage entre nous. OK ? Est-ce que tout le monde voit bien mes slides, Alban, ou quelqu'un? Est-ce que quelqu'un dans le conversé peut me dire c'est bon, on voit les slides, là il y a une… C'est bon, on voit tout. Parfait, top. Alors, avant de vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire, en quelques mots, mon parcours pour que vous puissiez voir un petit peu avoir le contexte un peu global. Moi, je suis un entrepreneur, j'adore créer des boîtes, j'en ai créé plein, une petite dizaine. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Globalement, avec l'expérience, on fait en sorte que ça marche plus. Et surtout, on se rend compte que le nerf de la guerre, c'est les clients. C'est-à-dire qu'avoir un bon produit, c'est bien. Si vous avez le meilleur CTO, les meilleurs développeurs, mais que votre produit ne répond pas à une problématique marché et que vous n'êtes pas capable d'aller chercher des clients, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment aller chercher les clients. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs rôles. Donc, je suis le CEO de Rocket School, une école qui est dédiée à tous les métiers de l'acquisition client. Donc, on forme des jeunes et des moins jeunes, puisque c'est de la reconversion beaucoup, sur des métiers d'acquisition. Donc, je vous présenterai un peu ces différents métiers, je vous présenterai un peu ce qu'on fait. En parallèle, je suis professeur affilié à HEC, donc j'enseigne tout ce qui est également acquisition client, mais tout ce qui est innovation, un peu techno. J'ai créé et vendu plusieurs boîtes, donc c'est avec beaucoup de plaisir. J'ai été business angel, donc j'ai investi dans pas mal de boîtes. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais grâce à un ou deux succès, notamment Blablacar, ça s'équilibre, voire j'en gagne un petit peu. Mais au-delà de l'aspect financier, le gros intérêt pour moi, c'était le partage. On est dans une société où il y a pas mal de monde qui a réussi, et j'ai vu beaucoup de gens réussir, réinvestir, et je trouvais ça plutôt sympa de jouer le jeu. À une époque, j'étais technique, j'étais assez bon. J'ai écrit plusieurs bouquins, PHP 5 avancé, PHP 7 avancé, PHP MySQL, optimisation MySQL, PHP, bref. Un peu moins, je suis un peu moins là-dessus depuis quelques années, mais bon, je connais la tech. Et avant, j'étais également directeur général adjoint d'Epitech, qui est une grosse école d'informatique. On a plus de 5000 étudiants et j'ai dirigé des exécutifs MBA. Bref, j'ai deux passions, la tech et la vente. Et on va voir qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train d'arriver sur le marché, on peut être beaucoup plus efficace dans la vente en étant un peu geek. On ne vous demande pas d'aller faire des lignes de code, mais de manipuler des outils, de comprendre quelques principes vous permettra d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, l'approche classique. Si vous êtes un peu old school dans vos boîtes, alors pas vous, mais des gens qui pourraient être un peu old school, parce que globalement, le commercial, il va faire quoi? Le commercial, il a plein de tâches à faire. On a l'impression que c'est simple, mais finalement, il va devoir comprendre les pain points de vos clients, comprendre les points de douleur de vos clients. Il va devoir, à partir de ça, créer des listes de clients.
Donc, identifier vos clients, définir des personas, définir des ICP, donc du coup, récupérer des noms, des prénoms, des postes d'entreprise. Derrière, il va devoir trouver les adresses email, il va devoir trouver les numéros de téléphone. Alors certes, il peut les acheter, mais ça prend du temps quand même. Et une fois que vous avez vos listes, qu'elles sont bien qualifiées, il va falloir aller engager vos clients. Donc, il va falloir les appeler, leur envoyer des emails, leur envoyer des SMS, les rencontrer sur des salons. C'est long. Et même une fois que vous avez commencé à les engager, derrière, vous faites une proposition. Là, vous arrivez, vous voyez tout le boulot, juste, et là, vous arrivez, faites une propale, vous envoyez un devis. Et là, c'est l'impression que c'est la victoire, mais ce n'est pas fini. Vous envoyez le devis, votre client, il va le lire, il va falloir ensuite lui faire une démo du produit, il va falloir négocier le devis, il va falloir closer le devis. Et une fois que c'est closé, on se dit c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Derrière, il va falloir faire l'onboarding de votre client, lui montrer comment utiliser vos services ou votre produit pour ne pas le perdre, surtout si vous êtes sur de la vente de SaaS, d'applications en ligne. Une fois qu'il a signé, que vous l'avez onboardé, ce n'est pas fini. Il va falloir gérer la satisfaction client, il va falloir gérer le support client, il va falloir gérer le renouvellement, mais également tout ce qu'on appelle upsell et cross-sell. Donc, vous voyez, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le cycle de vente est assez long. Et il y a plein de choses différentes qui nécessitent des compétences différentes. Si vous avez un seul commercial, il va avoir tout faire. Et en général, le premier commercial, c'est le CEO de la boîte. Et ensuite, vous avez un premier commercial qui va faire tout ça. Alors, bien entendu, quand on n'en a qu'un, on ne peut pas spécialiser. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les choses ont pas mal changé avec le numérique. Et le métier du commercial a pas mal changé. Typiquement, les gens, quand ils arrivent chez vous, ils ont déjà vu des infos sur vos produits, se sont déjà renseignés en ligne. Et vous le voyez bien, parce que si vous voulez aller dans un restaurant, vous allez taper le nom du restaurant et vous allez regarder les avis Google, ou vous allez regarder les avis sur différentes plateformes, et vos clients font la même chose. Donc, le métier du commercial, tel qu'il existait avant, qui était un peu un vendeur de tapis, le loup de Wall Street, etc., qui est un arnaqueur, ça ne peut plus exister. Ça ne peut plus exister parce que vos clients, en face de vous, si vous les arnaquez, ils vont mal vous noter sur les réseaux sociaux. Ils vont en parler autour d'eux, ça va faire du bad buzz. Donc, les clients, ils connaissent votre produit, souvent. Ils peuvent se renseigner sur votre produit et ce qu'on vous en dit. Donc, en fait, le numérique pourrait être vu comme une arnaqueur, oui, c'est ça. Ce n'est plus des arnaqueurs, mais ça pouvait être des arnaqueurs. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas parce que si vous arnaquez un client, derrière, il vous met un avis sur Google. Et si vous avez 10 avis, dont un qui est à 2 sur 5, tout le monde va regarder celui qui est à 2 sur 5 et ce ne sera pas bon pour vous. Donc aujourd'hui, les choses ont pas mal changé et grâce au numérique, et on peut le voir à la fois comme une crainte, mais également comme une opportunité. Et pourquoi une opportunité? Je vous donne un exemple tout bête. Des gens qui, comme moi, ont plus de 40 ans, globalement, quand on a appris à l'école comment aller chercher des nouveaux clients, comment communiquer, par exemple, on nous a dit, vous mettez de la pub à la télé, vous mettez de la pub dans les magazines. Aujourd'hui, très bien, mettre de la pub dans le Figaro, par exemple, ça va me coûter 60 000 € pour une pleine page, donc c'est plutôt sympa. Mais, du coup, je réagis en même temps à ce que dit Alain. On en reparlera après. Voilà, vous allez mettre 60 000 € dans une pleine page de pub et vous allez toucher 600 000 foyers qui sont des CSP+, donc des cadres supérieurs, des gens qui ont un petit peu plus d'argent, qui sont les lecteurs du Figaro. Et le problème, c'est que du coup, vous devez avoir un message qui est ultra large. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que dans nos métiers aujourd'hui, la granularité pour toucher les gens, pour cibler les gens, elle est beaucoup plus forte. Donc, si vous voulez cibler les gens qui sont à Marseille, qui ont entre 20 ans et 35 ans, qui sont des femmes ou des hommes qui aiment la bouillabaisse, vous pouvez toucher les 3000 personnes qui correspondent à ça. Et ce qui est bien, c'est que pour nous, commercial, du coup, notre métier qui est devenu un métier de conseil, plutôt que de viser des gens qui n'ont rien à faire de votre produit, vous allez pouvoir juger des gens ou en tout cas adresser des gens qui sont intéressés par votre produit. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que c'est nouveau, enfin c'est relativement nouveau, c'est que ça fait une petite dizaine d'années que le numérique est en train de vraiment d'accélérer en France et à l'international. Et donc, du coup, il faut voir ça comme une opportunité. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant des différents rôles qu'on peut avoir et que nous, on voit dans des startups. Ce qui est intéressant avec Rocket School, c'est comme on est une école, on est un peu sur, on voit pas mal de choses. Là, on a formé plus de 1000 commerciaux
SDR et compagnie. Et donc, du coup, on voit ce qui se passe en entreprise. Et globalement, ce qu'on voit dans les startups qui fonctionnent bien, qui sont des boîtes qui font 30 à plusieurs, des croissances à 2 chiffres, voire 3 chiffres, c'est qu'ils ont réorganisé leur approche. Et donc, ils ont réorganisé leur approche avec différents types de profils. Premier profil qu'on va voir, c'est le growth hacker. Le growth hacker, c'est un peu le marketing d'aujourd'hui. C'est un hybride entre un geek, plutôt un informatique, enfin quelqu'un qui aime bien la tech, qui n'est pas forcément un codeur, mais qui aime bien la tech, et quelqu'un du marketing qui est plutôt à l'aise avec la compréhension des problématiques clients, qui sait faire des visuels un peu sympas, qui sait quel message adresser à qui. Et donc, le growth hacker, lui, son rôle, ça va être d'automatiser, en fait, de détecter de façon massive des opportunités. Massive ou pas, mais en tout cas de l'automatiser. Je vous donne un exemple tout bête. Vous vous adressez à des boîtes qui sont en pleine croissance. Potentiellement, c'est des boîtes qui ont levé des fonds. Truc tout bête, vous mettez une alerte sur Google sur levée de fonds. Et toutes les semaines, vous regardez qui a levé des fonds, vous récupérez le nom, prénom des gens, et puis derrière, vous les engagez de façon automatique. Quelqu'un qui vient de lever des fonds, c'est quoi son objectif? C'est de scaler. Donc, c'est de scaler, il va avoir besoin de quoi? De commerciaux en plus, il va avoir besoin d'outils en plus, il va avoir besoin de locaux en plus. Et donc, l'idée du growth hacker, c'est que c'est quelqu'un d'un peu malin qui va trouver des petites astuces pour avoir des déclencheurs, pour aller chercher de façon massive des opportunités. Mais c'est également quelqu'un qui met beaucoup de data dans son approche. Je vous explique. Supposons que le growth hacker mette une publicité sur Facebook pour acheter, on va dire, des lunettes de soleil. Il doit être capable de calculer un coût d'acquisition client. Il doit être capable de dire, je mets 100 € de pub, je vais vendre pour 500 € de lunettes et avec ma marge, avec la marge que je fais sur mes lunettes, je vais me faire 150 € de marge. Et du coup, son coût d'acquisition client est moins élevé que ce qu'il gagne. Donc, il est capable de dire, là, je mets 100, je gagne 150, donc je me fais 50 € de marge. Et là, c'est ultra intéressant parce qu'un bon growth hacker, il met de la data dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, avec Internet, on est capable de mettre de la data un peu partout. Donc, le growth hacker va être capable de faire ça, va être capable de mettre de la data et de tester plein de choses et de dire, tiens, ça, c'est intéressant. Avec ça, on peut gagner. Le growth hacker, on parle aussi de growth marketing parfois, growth marketer ou growth hacker. La différence, c'est que le growth marketer est très orienté publicité sur les réseaux sociaux, etc. Le growth hacker, il a en plus un petit truc, c'est qu'il fait beaucoup de hacks. Donc, du coup, il fait de la veille et tiens, il entend parler d'une petite technique qui va marcher pendant. Souvent, les hacks, ils ont une durée de vie assez courte et il va utiliser cette petite technique pour être plus efficace. Je vous donne un exemple de hack qui a fonctionné pendant un temps. Ça avait été Dezio qui l'avait mis en avant, qui est une agence de growth hacking qui est très sympa. Et ils avaient mis une technique qui consistait, quand on fait ses relances, au deuxième mail de relance, le dernier ou troisième mail de relance, qui est le dernier, ils mettaient la photo du chapeauté. Vous savez, le chapeauté avec ses grands yeux, s'il vous plaît, répondez-moi. Et en fait, la première fois qu'on le reçoit, ce type de mail, on se dit, ah, il est rigolo, il me fait sourire. Et les gens répondaient très souvent, il disait « Ah, c'est rigolo, vous m'avez fait sourire, c'est une bonne idée, etc. » Et donc, il répondait. Et donc, ça, c'était un hack qui faisait qu'il y avait plein de réponses. Et en fait, ce hack, il est marrant parce que Enfin, il est marrant. En tout cas, il ne dure qu'un temps. Imaginez, vous recevez une première fois cette photo, elle vous fait sourire. Ah, c'est rigolo. Deuxième fois que vous la recevez, vous dites, j'ai déjà vu quelque part. La cinquième fois, vous dites, mais c'est qui ces gros boulets, quoi? C'est complètement has-been, cette façon de faire. Et donc, le growth hacker, c'est pour ça qu'il doit faire de la veille. C'est que souvent, le hack, il a une durée de vie assez courte. Donc, du coup, ça nécessite de faire beaucoup de veille. Alors, il y a une petite question. Le growth hacker travaille aussi pour le B2B. Oui, pour spectateur anonyme, il travaille aussi pour le B2B. Le growth hacker, c'est B2B et B2C et c'est très efficace. Enfin, c'est très efficace quand ils sont bons, mais l'idée, c'est vraiment qu'ils testent plein de choses. Le growth hacker génère ce qu'on appelle des MQL, des Marketing Qualified Leads, qui sont en fait des leads qualifiés d'un point de vue marketing. Donc, c'est des fichiers qui souvent sont assez gros et qui ne sont pas encore ultra qualifiés. Donc, dans ces startups, le growth hacker, il va passer la balle à un profil qu'on appelle un SDR. SDR, si vous ne connaissez pas ces termes, on va dire un commercial chasseur ou un inside sales dont on entend un peu parler. SDR, Sales Développement Représentative, ou BDR, Business Développement Représentative, c'est le terme un peu startup dont on entend parler.
Les startups dans la Silicon Valley recrutent des SDR, des BDR. Et en France, pareil. Donc, on voit de plus en plus ce terme. Le SDR, c'est un peu… il fait un peu ce que fait le growth hacker. C'est-à-dire qu'il va être capable de générer des listes de cibles, donc d'utiliser LinkedIn pour automatiquement générer des listes de cibles avec le nom, prénom, l'adresse email, plein d'infos. Il va être capable de les qualifier. Parce qu'une fois que vous avez votre liste, il y a plein de gens, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de votre produit. Donc, le SDR, il va être capable de, soit par téléphone, soit par email, soit avec des indices qu'on peut trouver au niveau numérique. Par exemple, il a téléchargé un PDF, il est allé sur le site 40 fois. Il va être capable de les qualifier et de dire, sur ces 500 clients, j'en ai 30 qui sont scorés plus de 9 sur 10. Donc, c'est des gens qui sont ultra intéressés. Donc, c'est ça qu'il est capable de faire. Et l'idée, c'est qu'il le fait de façon le plus automatisée possible. Donc, automatisé possible, c'est-à-dire qu'il va faire des séquences d'emails avec premier email, bonjour prénom, bonjour Christophe, j'espère que vous allez bien, j'ai vu que vous étiez dans tel secteur, etc. Bref, un email, plus une relance, plus un coup de fil, plus un SMS, plus un message sur LinkedIn. Et ça, il va l'automatiser et le personnaliser. Et ce SDR, derrière, il passe la balle à ce qu'on appelle un account executive ou un commercial, qui est finalement le commercial un petit peu plus classique, qui lui connaît par cœur son produit et qui lui, en fait, va aller négocier le deal. C'est-à-dire qu'il va aller présenter le produit. Il va aller comprendre les problématiques clients de façon encore plus pointue. Il va négocier le deal, il va aller le closer. Mais il travaille aussi sur d'autres approches qui sont d'aller chercher des appels d'offres et de mettre en place des accords cadres. C'est quoi un accord cadre? Supposons que vous vendiez des formations, en face de vous, vous avez Orange. Orange veut acheter 1000 formations, ils ne vont pas les acheter au prix nominal. Si vous la vendez 2 000 € les 5 jours, ils ne vont pas acheter 1000 formations à 2 000 €. Vous allez définir un accord cadre où Orange va dire j'en prends 500, mais en contrepartie, vous me faites 30, 40, 50, 60% de réduction. Donc ça, c'est le rôle de la compte exécutive. Alain continue. Pardon. Et donc, du coup, l'account exécutive, il va jusqu'à signer. L'intérêt, en fait, de dissocier, c'est que souvent, votre account exécutive, le commercial un petit peu senior, un petit peu capé, du coup, il est assez cher. Un bon commercial, ça va entre 35 et 70 000 €, voire ça peut monter à 300 000 €. C'est très, très élevé. L'intérêt de dissocier, c'est de mettre des profils qui sont parfois un petit peu plus juniors, des SDR, des BDR, qui sont en début de carrière, sur la première partie du job. Et les SDR, globalement, vont être entre 25 et 35 000 € plus des primes au début. Donc, vous voyez, ça n'a aucun sens de prendre quelqu'un qui est payé 60 000 € et de lui dire, écoute, tu vas me faire des listes de cibles, tu vas engager des clients, tu vas les appeler pour les qualifier. Il vaut mieux, en fait, réorganiser tout ça. Alors, Marie-Françoise, vous posez une question, un commercial peut-il avoir les deux casquettes SDR et account? Bien entendu. Là, je vous donne un exemple dans une boîte où il y a un petit peu de volume. Quand vous êtes une boîte où il y a 2 personnes ou 1 ou 2 personnes, forcément, il va falloir tout faire. Donc, une fois que c'est signé, il va passer la balle, cet account exécutif, à un profil qu'on appelle CSM, Customer Success Manager. Le CSM, c'est des profils, souvent, c'est un profil beaucoup plus empathique, très empathique, qui aime bien aider, qui vont faire l'onboarding. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre client par la main, ils vont lui dire, tiens, venez voir, je vous montre comment l'utiliser de façon automatisée ou pas. Et ils vont faire en sorte que votre client utilise votre service, utilise votre produit. Surtout si vous êtes sur de l'abonnement. Vous imaginez bien d'arriver jusqu'à la vente. Si derrière, vous avez un taux de churn où les gens partent, où ils abandonnent votre produit, vous avez tout perdu. Votre intérêt, c'est qu'une fois qu'il est signé, votre client, il reste le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, il faut qu'il utilise bien votre produit. Donc, des CSM vont l'aider à bien utiliser le produit. Ils vont aussi faire tout ce qui est support client. Ils vont aussi faire tout ce qui est satisfaction client. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont au contact de vos clients. Donc, ils vont être capables de remonter les besoins. Comme ils échangent avec vos équipes, ils sont capables de savoir, vous êtes plus 8, vous êtes 12, mais tu veux que je t'envoie 4 licences de plus, je te fais un tarif si tu veux, etc. Ah, mais vous avez besoin de ça, vous faites ça, mais vous auriez besoin de cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, globalement, le CSM va permettre de faire ce qu'on appelle de l'upsell et du cross-sell, donc des ventes additionnelles. Et donc, objectif, limiter le churn, limiter le nombre de clients qui partent de chez vous.
Donc, ce profil ensuite passe la balle à un account manager qui lui va faire, qui lui est plutôt un commercial un peu classique, senior, mais qui lui va faire beaucoup plus d'élevage. L'account exécutif fait de la chasse, l'account manager il fait de l'élevage, il va voir vos gros clients régulièrement, il déjeune avec eux, il rencontre les équipes, il essaie de comprendre ce qui se passe, vos problématiques, etc. La différence entre le CSM et l'account manager, c'est que le CSM va faire beaucoup plus d'automatisation. Il va s'occuper de clients beaucoup plus petits. Parce que c'est sûr qu'un client qui vous paye 2 000 € par an, ou allez, ça n'a pas de sens d'envoyer votre commercial senior passer 2 jours chez eux dans l'année, parce que vous avez déjà cramé votre marge. Alors que si vous avez plein de petits clients, c'est quand même dommage de les perdre. Donc, en automatisant les choses, vous pouvez avoir un CSM qui automatise. Typiquement, la première semaine, il y a un premier email en disant tiens, est-ce que il y a cette fonctionnalité, est-ce que vous la connaissez, etc. Donc, voilà un petit peu l'organisation qu'on peut voir aujourd'hui dans les belles startups. Mais vous voyez, ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de monde. Aujourd'hui, d'expérience sur ce qu'on voit, un SDR est capable de nourrir en opportunités deux commerciaux classiques. Un SDR qui maîtrise son sujet. Donc, quelqu'un qui vient en alternance de chez Rocket, au début, il ne sera pas capable de gérer assez d'opportunités pour deux, mais peut-être pour un. Mais un bon SDR qui maîtrise son sujet est capable d'apporter assez d'affaires pour que deux account exécutifs, deux commerciaux se concentrent sur ce qu'ils savent faire, aller chercher des clients, aller signer des devis. Alors, rapidement, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de Rocket pour ceux que ça pourrait intéresser. Rocket, notre objectif, c'est de vous aider à faire croître votre activité B2B. Donc, on est principalement orienté sur du B2B et du B2C avec des growth hackers. Bon, là, j'ai laissé à Bordeaux parce que j'avais fait cette conf à Bordeaux, mais globalement, avec des commerciaux chasseurs ou des growth hackers ou des CSM. On forme sur les 3 métiers. Et l'intérêt, c'est qu'on les forme 3 mois avant qu'ils arrivent chez vous, et les 3 mois, ça ne vous coûte rien, et ils arrivent chez vous en alternance, ils sont chez vous 4 jours sur 5. Donc, en gros, vous avez des gens qui sont opérationnels dès le début et qui sont chez vous 4 jours sur 5. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu l'organisation qu'on peut avoir dans une startup, on va voir un petit peu les différents outils du commercial 3.0. Et après, je vous ferai une petite démo. Donc, les outils du commercial, vous en avez plein pour générer des leads, pour les engager, pour connecter les choses, pour faire des rendez-vous, pour les suivre. Le premier truc, c'est qu'il faut créer des listes. Il faut identifier des listes de prospects qualifiés, des gens qui sont potentiellement intéressés par votre sujet. Donc là, le premier truc à faire pour vous, c'est définir ce qu'on appelle un ICP, votre client idéal, celui qui a de quoi vous payer, très important, mais surtout celui pour qui votre produit va changer la vie. Et une fois qu'on identifie le client idéal, il faut se concentrer dessus. Et après, on élargit à des clients qui sont un peu moins le client idéal, mais pour qui ça peut être utile. Alors, vous avez la base de données Sirène que je vous présenterai tout à l'heure. En fait, le gouvernement a mis en open data la liste de toutes les entreprises de France. Donc, vous pouvez les consulter, récupérer plein d'infos. Vous avez également un outil qui s'appelle Nomination, que j'aime bien, qui est intéressant. Alors, ces outils sont pour la plupart payants, mais bon, parfois, ça peut valoir le coup. Nomination, ce qui est intéressant, c'est quand vous vendez des gros produits, quand vous avez des produits qui coûtent plus de 10 000 €. Parce que Nomination va vous faire un mapping. Vous mettez le nom de la boîte, ça vous met qui est le directeur marketing, qui est le directeur financier, ça vous donne ses coordonnées. Mais également, ça va vous donner leurs actualités. Et du coup, c'est intéressant parce que vous allez faire un mapping de la boîte, savoir qui est le décideur, qui sont les influenceurs. Et en fonction des actualités, ça vous donnera des leviers pour les appeler. Genre, ah, j'ai vu que vous aviez levé des fonds, ah, j'ai vu que vous aviez fait un partenariat avec un tel. Comme ça, vous personnalisez votre message. Donc, nomination, très sympa. Call CRM, alors ça vient juste d'être renommé Data Rosa, puisqu'il y a eu un cache investigation et sur Call CRM, ils ont montré que c'est tout sauf complètement RGPD. J'aurais tendance à dire que c'est complètement pas RGPD. Mais avec Call CRM, donc Data Rosa maintenant, vous allez pouvoir trouver les 06 ou les 07 de la majorité de vos clients. Et ça, c'est intéressant. Alors, OK, potentiellement, vous allez les faire un peu chier. Donc, ça dépend de votre boîte, de la marque associée à votre boîte, de ce que vous vous autorisez à faire ou pas. Mais avec Data Rosa, vous avez des numéros de téléphone en 06, donc vous contactez directement les gens. Donc, très pratique. Captain Data et Phantom Buster, ça vous permet d'automatiser ce que vous faites, ce que vous pourriez faire de façon manuelle sur LinkedIn, par exemple, ou sur d'autres outils. Typiquement, sur LinkedIn, vous trouvez vos contacts, vous faites un copier-coller du nom, du prénom, etc. Là, ça va le faire de façon automatique. Je vous ferai une petite démo, c'est très, très, très sympa.
Bon, LinkedIn, c'est notre mère nourricière à tous quand on est BizDev. Donc, c'est là-dessus que tout le monde est. En tout cas, enfin, beaucoup de monde sont en B2B. Donc, très intéressant. Lucha et Casper, pareil, vous permettent d'avoir des 06 ou des adresses email. Donc là, vous créez vos listes. Une fois qu'on a créé sa liste, il va falloir l'engager. Donc, pour ça, on va utiliser des outils comme LinkedIn, où vous allez envoyer des messages à vos contacts, comme Prospecting, qui va vous permettre d'envoyer des messages automatiquement sur LinkedIn à vos contacts. Je vous ferai une démo. Datananas, Mixmax ou Lemlist, qui sont des outils qui vont vous permettre d'envoyer de votre boîte email des informations. Alors, je vois qu'il y a Kaoula, vous avez posé une question, en tout cas, vous levez la main. N'hésitez pas à le mettre si vous avez une question, soit dans le conversé ou soit dans les questions-réponses, et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir engager ses clients. Derrière, il y a des outils comme Zapier, qui sont des outils qui vous permettent en fait d'automatiser des actions. Typiquement, dès que je reçois un mail avec tel en tête, je l'envoie dans le Slack. Ou dès que je reçois un mail avec tel en tête, je l'envoie dans le Zapier. Ou dès que quelqu'un fait une demande sur le site web, automatiquement, je le mets dans le CRM, je le mets dans un fichier Excel. Donc, très, très pratique pour éviter à vos équipes de faire des copier-coller, ce qui est un petit peu galère. Et donc, ça leur permet de gagner du temps. Donc, Slack, pareil, c'est un outil qui vous permet de communiquer en entreprise. L'organisation de rendez-vous aussi, j'ai mis Livestorm, ça aurait pu être Zoom, j'ai mis Livestorm, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, on s'est tous habitués à travailler à distance. Et donc, potentiellement, si vous êtes à Paris, si vous êtes au Mans, si vous êtes à Marseille, vous allez pouvoir attaquer n'importe qui dans le monde. Parce qu'il y a moins besoin d'aller voir les gens en physique. Vous voyez, typiquement, cette visio, là, on est 60, on aurait pu le faire en présentiel dans les locaux de Rocket ou du School Lab. Mais il y aurait peut-être eu moins de monde. Et bien là, il y a peut-être des gens qui ne sont pas à Paris, qui viennent et qui en profitent. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. Sachant qu'un des trucs un peu sympas sur Livestorm, c'est que vous savez qui s'est inscrit, vous savez qui est venu, et vous savez qui est venu et est resté jusqu'à la fin. Ce qui fait que vous, en tant que commercial, derrière, quand vous allez faire une relance, les gens qui ne sont pas venus, vous leur faites un email. Bonjour Christophe, bonjour Victor, bonjour Christophe. J'ai vu que vous étiez inscrit, mais vous n'êtes pas venu. C'est dommage, mais pas de problème. Voici les supports de slides. Et si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon calendrier ici directement et on se fait un petit débriefing. Ceux qui sont venus, voilà, comme Victor, je peux dire Victor, merci d'être venu, merci de votre commentaire, parce qu'en plus, je peux savoir que vous avez fait un commentaire. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous êtes intéressé à prendre des gens en alternance? Est-ce que vous avez tel ou tel sujet? Et ceux qui ne sont pas venus jusqu'au bout, vous pouvez dire Marie-Françoise, j'ai vu que vous étiez venue, mais du coup, vous êtes parti un petit peu tôt. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point, qu'on débriefe? Donc, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que vous avez des infos sur qui est venu, quand, comment et ce qu'ils ont fait. Un commercial ne serait pas un bon commercial s'il n'utilisait pas des outils de suivi. Et les outils de suivi, ce n'est pas juste un fichier Excel. On peut le faire au début éventuellement parce qu'on geek, etc. Mais en fait, il faut s'organiser. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un CRM, qui est un Excel plus. Vous allez mettre la liste de vos clients, de vos entreprises clientes, les contacts dans ces boîtes, vous allez stocker les emails que vous avez envoyés, etc. Les deux principaux, c'est Salesforce et HubSpot. Globalement, Salesforce, on le voit beaucoup dans les grosses entreprises un peu historiques. Et HubSpot est un peu le gros challenger qu'on voit. Et on le voit, HubSpot, que la majorité des startups sont sur HubSpot. Les deux sont très, très chers. Enfin, très chers. Ensuite, non, ce n'est pas très cher parce qu'en vrai, vous gagnez beaucoup de temps potentiellement. Mais c'est très pratique. Alors, Zendesk, ce n'est pas tellement un CRM, mais effectivement, ça permet de faire du support client, etc. Aussi très utile pour répondre à Hamzé. Et Marie-Françoise, vous avez mis une question. La veille technologique fait donc partie à part entière des compétences requises. Alors, le commercial 3.0, alors oui, pour moi, le SDR a besoin d'être curieux, mais moins. Par contre, le growth hacker, il doit être curieux. Et dans les recrutements qu'on fait sur Rocket School, on utilise la personnalité, je vous en parlerai un petit peu après. Et les growth hackers, une des questions qu'on aime bien leur poser, c'est combien tu as d'applis sur ton smartphone? Et un growth hacker, techniquement, il doit avoir plein d'applis, il doit tester plein de trucs, il doit être curieux. Et on vérifie qu'il est curieux en regardant le nombre d'applications qu'il a pu installer sur son téléphone portable. Et oui, Hugo précise que HubSpot a une version gratuite qui est pas mal. Ils sont malins, HubSpot. Vous mettez la main dedans, vous voyez que c'est utile, etc. Et puis ensuite, ça booste un peu. Alors, il y a une question Mailchimp ou la MList. Mailchimp, c'est pour envoyer des newsletters.
Donc, MailChimp, vous envoyez une newsletter avec un visuel, des couleurs, des images, etc. Alors, vous pouvez faire semblant que c'est un email envoyé de votre boîte mail, mais c'est un peu plus compliqué. Lemlist, c'est des mails que vous envoyez de votre boîte mail. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Par contre, vous l'envoyez à moins de monde, mais je vous ferai une petite démo. Et Tilki, c'est un peu mon chouchou. J'adore Tilki. Si vous avez un catalogue avec beaucoup de produits, Tilki, c'est un outil qui est top parce qu'en fait, quand vous envoyez un document, un PDF, en fait, vous savez quand les gens l'ont ouvert, mais vous savez surtout quelle page ils ont lu et combien de temps. Je vous donne un exemple tout bête. Je suis une agence de voyage. Vous venez de m'appeler, vous me dites, écoutez Cyril, j'aimerais bien partir en vacances avec ma femme et mes enfants. On hésite entre aller au ski, aller à la mer, bref. Pas de problème, je vous envoie une proposition. Dans ma proposition, j'envoie un PDF avec une page sur le ski, une page sur la mer. Je sais le temps que vous allez passer sur chaque page. Donc, si vous avez passé un quart d'heure à lire le détail sur le ski, quand je vous rappelle, je ne vous parle pas de la mer. Je sais que vous êtes intéressé par le ski. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais quand vous avez ouvert mon doc. Donc, vous ouvrez mon doc, un quart d'heure après, je vous appelle. Alors, vous me dites, ah, mais Cyril, c'est marrant, Cyril, j'étais en train justement de regarder votre doc. Alors là, bien entendu, vous ne leur dites pas, bah oui, tu es fliqué, parce qu'ils le prennent très mal. Vous dites, ah bah, les grands esprits se rencontrent. Et je pensais à vous, monsieur Martin. On a une offre là pour le ski là, à moins 20%. Comme vous m'aviez dit que ça vous intéressait, je me suis dit, j'allais vous en parler. Et là, monsieur Martin, il se dit, mais excellent, j'étais dessus, je voulais aller au ski justement. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est ultra intéressant avec ces outils, c'est que vous allez être capable de mieux connaître vos clients. Et c'est ça qui est top, c'est que du coup, comme vous les connaissez mieux, vous pouvez les cibler encore plus et mieux répondre à leurs problématiques. Donc voilà, je vous ai mis un peu mes outils préférés. Moi, j'aime bien Call CRM, Datarosa, qui est complètement pas RGPD, mais qui est rigolo. Du coup, vous avez les 06. Prospecting, je vous montrerai Lemlist, Zapier, Slack, Tilki, etc. Petite question geek sur Zapier et IFTTT. Bon, il y a plusieurs outils. Je ne suis pas assez dans la maîtrise. Moi, j'avais pris Zapier et puis là, il y a Integromat pour répondre à spectateur anonyme. Integromat aussi qui a pas mal le vent en poupe. Ces outils qui vous permettent de passer automatiquement d'un logiciel à un autre, la vraie question, c'est déjà, il y a combien ça coûte, mais surtout, est-ce que ça me permet, sur les outils que j'utilise moi, de faire de la glue et de récupérer les données et de les déplacer. Alors, maintenant, je vais faire des petites démos, mais un outil que j'adore, c'est la base de données Sirène. Donc, je vais cliquer sur le lien. Est-ce que ça passe là sur le bon lien? Là, vous voyez Open Data Soft ou pas? Yes, cool. Ah, on a Wilfried. Cool. Super. Donc, vous voyez, la base de données, Sirène, en fait, c'est… Oh zut, je reviens. Toutes les entreprises en France ont un numéro de sécurité sociale qu'on appelle le numéro de Sirène. Et aujourd'hui, vous voyez, ça a été mis en open data. Donc, le gouvernement a permis à tout un chacun d'avoir accès à cette liste avec plein de détails. Donc, vous voyez, dans cette liste, j'ai le numéro de SIRET, j'ai la date de dernière mise à jour. Alors là, on va voir sur cela, il n'y a pas grand-chose. Je vais d'abord vous faire ma petite recherche et je vous montrerai. Donc là, j'ai 32 millions d'enregistrements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de catégories. Donc, vous voyez sur la gauche, statut de diffusion de l'établissement, tranche de l'effectif de l'établissement. Est-ce que c'est le siège, la commune, l'état administratif, ça c'est fermé ou actif. Ça enregistre les 18 millions d'entreprises qui sont fermées depuis qu'on a lancé ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je veux que des boîtes actives. Donc déjà, je coche actif. Donc là, j'en ai un petit peu moins, j'en ai plus que 18 millions. Et j'ai plein d'autres critères qui vont être est-ce que c'est le département, la région, la section? Est-ce que c'est plutôt dans l'immobilier? Est-ce que c'est du commerce de voitures, des garages? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui le dirige? Donc là, vous voyez, il y a quand même 2 fois plus d'hommes qui créent des boîtes que des femmes. Et c'est noté ici, combien il y a de salariés, etc. Donc moi, je vais dire, tiens, je m'intéresse aux boîtes qui font des garages, réparation d'automobiles. Donc là, je clique et je vais avoir du coup automatiquement 1 600 000 garages ou plus large des boîtes qui bossent avec l'automobile. Donc j'ai le nom de la boîte, ENI France SARL. J'ai sa catégorie, c'est une ETI. J'ai son activité principale, le siège. Elle est 12 avenue Tony Garnier à Lyon dans le 7e arrondissement.
Et j'ai plein d'autres informations comme la métropole, son attitude, enfin des trucs qui globalement ne nous servent à rien pour une partie, mais certains, selon votre business, on n'a pas le CA là-dessus, Amandine, mais on peut le trouver ailleurs, je vous montrerai. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'infos. Et là, vous pourriez dire, génial, je vais scraper toutes les données, etc. Non, vous embêtez pas à les scraper. Vous allez dans Export et vous sortez un fichier CSV, donc un fichier Excel, dans lequel vous avez ce 1 600 000 enregistrements. Bon, en vrai, c'est un peu beaucoup. Donc, typiquement, on va dire, moi, je cherche plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a 176 000, donc vous allez pouvoir spécialiser votre recherche. Donc, je regarde, j'ai le tableau ici. J'en ai plus que 176 000. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi une carte. Et donc, supposons que vous ayez envie de créer un garage. Ces données-là, vous pouvez les donner avec des données de l'INSEE, par exemple. Et pourquoi je vous dis ça, c'est autour de Roanne, par exemple, je vois qu'il y a, du coup, il y en a trop, autour de Roanne, là, il y a 1968 garages ou boîtes un peu assimilées. Voilà, on va dire Mâcon, là, on voit Mâcon, 341. Techniquement, si je couple ces données avec des données de l'INSEE, je suis capable de savoir combien il y a de garages par habitant. Et là, vous comprenez tout de suite l'intérêt. Si vous ouvrez un nouveau garage, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un garage dans un endroit où il y a 50 garages pour 1000 habitants ou un endroit où il y a 2 garages pour 1000 habitants? Bien entendu, on va éviter de se retrouver dans un océan rouge où il y a plein de concurrents. Donc là, on le fait pour les garages, mais vous auriez pu le faire pour les sociétés de services ou pour toutes les boîtes où vous avez de la catégorie qui est associée. Rocket School œuvre-t-il dans le culturel et l'éducatif? Alors, on est dans l'éducatif, le culturel, je ne sais pas. Pas totalement, ou en tout cas, ce n'est pas la base. Mais avec plaisir, Liliane, d'échanger si vous avez des questions sur ce sujet. Donc, vous voyez, cette base de données, elle est top, elle est gratuite. Vous avez accès à tout. Si vous voulez avoir accès à ce que je vous ai envoyé, vous faites Open Datasoft, base de données Sirène, et vous allez voir, vous arrivez sur le lien. On vous enverra aussi avec Alban le PDF de cette presse, donc, et je crois même qu'on l'a enregistré, donc vous pourrez l'avoir en replay, mais on vous enverra le PDF, et j'ai mis des liens pour y accéder. Donc là, déjà, vous récupérez des listes. Vous allez me dire, Cyril, t'es sympa, mais il n'y a pas le nom du créateur, pas toujours, il n'y a pas forcément l'adresse email, il n'y a pas le numéro de téléphone, et vous avez raison. Alors, je vous reparle un peu de Rocket School rapidement. Donc, on est une école, on forme des commerciaux, des growth hackers, des gens qui sont dans l'acquisition. Et on est sur 3 piliers. C'est-à-dire qu'on commence par identifier des profils à fort potentiel. Donc, on est beaucoup dans de la reconversion. Et pourquoi on cherche des profils? Comment on fait pour trouver des profils à fort potentiel? On leur fait passer des tests de personnalité. Et notre créneau, c'est de se dire qu'on n'est pas une autre école de commerce, on est une école de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Notre credo, c'est de se dire que pour être heureux dans sa vie, il faut être heureux dans son job. Et pour être heureux dans son job, il faut avoir la personnalité pour réussir. Et ça, du coup, comment on fait pour le savoir? On leur fait passer des tests de personnalité. Et vous voyez, là, typiquement, je vous montre les résultats qu'on attend sur les profils plutôt commerciaux qu'on va potentiellement accepter ou pas dans la formation de Rocket School. On cherche des gens qui aiment bien aller vers les autres. Parce que si on n'aime pas aller vers les autres et qu'on est commercial, on ne va pas être heureux dans sa vie. Tous les jours, aller parler à des gens, ça peut être horrible. On cherche des gens qui s'organisent avec méthode parce qu'il faut suivre un petit peu. On cherche des gens qui persévèrent face aux obstacles parce qu'un commercial à qui on dit non, il ne doit pas dire tant pis. Il doit dire ah bon, pourquoi? Il doit creuser le sujet. Et en fait, en identifiant ça, ça nous permet de proposer aux entreprises des profils. En général, on qualifie à peu près, on présente 10% des candidats. On utilise Assess First, effectivement, Alain. Et du coup, on va former ces candidats ensuite pendant 3 mois pour les rendre opérationnels sur toutes les petites techniques que je vais vous montrer après et l'environnement que je vous ai montré. Donc, pendant 3 mois, l'idée, c'est que ça ne vous coûte rien. Et quand ils arrivent chez vous, dès le premier jour, ils doivent savoir faire. Et ensuite, ils arrivent en alternance, 4 jours sur 5 en entreprise pour les bachelors et 1 semaine par mois pour les masters. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette alternance, ils ont un titre reconnu, puis surtout, ils savent faire, ils sont capables d'aller chercher du business pour vous. Alors maintenant, notre cas d'usage. On a vu un peu les outils, je vous ai montré la base de données Sirène. On avait 50 minutes et on va les tenir. On va être un peu en retard, mais en vrai, il y en a pour 10 minutes pour vous montrer les outils. Globalement, je vais vous donner un cas d'usage. Rocket School ouvre à Marseille. Donc, Rocket School, au début, quand on arrive, on n'est pas connu, on a besoin de visibilité auprès de qui? Auprès des directeurs commerciaux locaux, parce que c'est eux qui ont besoin de renforcer leurs équipes. Ils ont besoin
de renforcer leur force de vente avec idéalement des vendeurs B2B, high-tech, donc qui maîtrisent les dernières techniques. Donc pour ça, on a une approche qui est assez simple. On identifie les profils qui peuvent être ces directeurs commerciaux. On crée des listes en utilisant LinkedIn. On crée des listes, on va les enrichir avec des numéros de téléphone, des adresses email. Et ensuite, on va les contacter par email et par LinkedIn. Et enfin, on fait de la qualification téléphonique. Donc, d'abord, créer des listes. Pour ça, vous avez la possibilité d'acheter à la Chambre de commerce et d'industrie des listes. C'est 50 centimes d'euros le lead, enfin la ligne. Souvent, c'est des listes très, très mal qualifiées. Les adresses email, c'est des contacts @ le nom de la boîte. Donc, autant dire, ça va direct dans les spams. Il y a un outil que j'adore qui s'appelle Phantom Buster, qui est un outil, j'ai mis difficulté technique 4 sur 5. Bon, j'exagère un peu, mais il faut être un minimum geek pour l'utiliser. Je vous montrerai, ce n'est pas très compliqué, mais voilà, faut pas être hermétique à la tech et c'est en anglais, donc même si c'est des Français qui l'ont créé, donc il faut parler un minimum anglais. Phantom Buster, il va vous permettre d'automatiser ce que vous feriez manuellement. Et il va vous permettre, du coup, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, par email, sur Twitter, sur GitHub, d'automatiser ce que vous faites. Et donc, de gagner du temps et de créer des listes. Je vous fais la petite démo. Hop là. Je ne sais pas si on voit en assez grand écran ou pas. Là, je mets sur grand écran. Ouais, mais du coup, je ne vous vois plus. Donc, je vais le mettre comme ça. Hop, zut. Ah, zut, ça a loupé. Attendez, je relance le mode présentateur. Excusez-moi. Donc là, je vous montre, je suis sur LinkedIn, mais en vrai, je vais aller sur Sales Navigator. Je pourrais le faire sur LinkedIn. Sales Navigator, c'est la version payante de LinkedIn qui est bien pratique quand on fait des recherches parce qu'il y a plus de filtres. Donc, je cherche des directeurs commerciaux. Là, j'ai 2 millions de résultats. C'est un peu beaucoup. Donc, du coup, je vais déjà dire à Marseille. Donc, je mets Marseille et sa périphérie. Et là, combien il me reste? 4000 résultats. Donc, ça fait encore beaucoup. Je vais cibler un petit peu. C'est ça qui est intéressant avec Sales Navigator, c'est que vous avez un peu plus de filtres. Et je vais dire, donc je pourrais le cibler par secteur, mais là, je vais cibler par taille d'entreprise, effectif de l'entreprise. Des indépendants, ça ne va pas m'intéresser. Moi, mon ICP, mon client idéal, c'est une boîte qui fait de moins de 500 personnes. Pourquoi? Parce qu'on est sur des cycles courts de recrutement. En général, en une semaine, quand on présente des profils, ils matchent avec la boîte. Donc, du coup, si c'est plus, c'est compliqué. Donc là, j'ai fait ma recherche, je vais sur Phantom Buster. Ça permet d'automatiser sans coder l'extraction de données. Donc, je vais aller sur Sales Navigator, mais je pourrais aller sur Facebook, je pourrais aller sur Google Maps, je pourrais aller sur LinkedIn. Et là, vous voyez, j'ai plein d'applications, des fantômes, et je vais en chercher un qui est ici Sales Navigator Search Export. Lui va me permettre de récupérer automatiquement plein de données récupérées de Sales Navigator. Donc, je me connecte à mon LinkedIn, vous voyez, c'est automatique. Je fais suivant. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux scraper? Et ce qui est ultra simple, c'est que j'ai juste à récupérer l'URL. Là, vous voyez, j'avais 1500 résultats. Je vais récupérer l'URL. Je vais faire un copier-coller dans Phantom Buster, ici, et je sauvegarde. Et là, je vais prendre 1200 résultats, puisqu'à la fin, on a dit qu'on en voulait 500. Et ces 1200 résultats, ça y est, je lance. Donc là, typiquement, ce qui se passe, c'est comme si, voilà, il se connecte à LinkedIn comme s'il était moi. Voilà, il s'est connecté en tant que Cyril Pierre de Guélière. Et là, il va aller récupérer les résultats les uns après les autres. Et pour chaque résultat, il va récupérer des données qu'on aurait pu récupérer manuellement. Vous voyez, là, il en a récupéré 50, 100, 120, 150. En vrai, là, j'ai mis un petit accélérateur. Et ce qu'il va faire, c'est ce que vous feriez vous manuellement en cliquant sur le mail, en tout cas en cliquant sur le profil de Robert, en récupérant son prénom, son nom, sa description, où est-ce qu'il bosse, etc. Et ça, vous pourriez le faire vous, manuellement, un copier-coller dans un fichier Excel, mais laissez tomber, quoi. Ça vous prendrait 3 jours pour récupérer 150. Là, j'en ai récupéré automatiquement 1200. Ça m'a pris un quart d'heure, 10 minutes. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est un fichier Excel. Attendez, je le déplace. Hop. Et là, vous voyez, j'ai l'URL LinkedIn, j'ai le nom, j'ai le prénom. Donc, vous voyez, j'ai le prénom, j'ai le nom de famille, j'ai la société dans laquelle il bosse, j'ai le titre du coup de chaque personne, j'ai l'URL de la compagnie, j'ai sa petite bio. Donc, des fois, ils mettent des trucs intéressants. J'ai sa localisation, où est-ce qu'ils sont, depuis combien de temps ils bossent dans le job, qu'est-ce qu'ils ont fait avant,
combien on a de connexions, est-ce que c'est des gens que j'ai en première connexion, en deuxième connexion, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai combien on a de connexions en commun. Donc, vous voyez, je récupère automatiquement un fichier avec plein d'infos sur mes leads potentiels. Déjà, avec Sales Navigator, j'ai identifié avec mes critères qui je voulais toucher, comment les toucher, etc. J'ai mis des filtres pour avoir que des gens intéressants. Et là, avec Phantom Buster, je vais être capable du coup de récupérer automatiquement, sans faire de copier-coller, la liste de ces 1200 contacts. Et là, vous allez me dire, encore une fois, Cyril, c'est cool, mais je n'ai pas leur adresse email, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et vous avez raison. Là, je n'ai pas encore l'adresse email, je n'ai pas encore le numéro de téléphone. Et c'est effectivement, du coup, ça vous sert potentiellement à pas grand-chose à ce stade. C'est pour ça qu'on a un autre outil qu'on utilise qui s'appelle Drop Contact. Drop Contact, c'est un outil, un logiciel à qui vous donnez un nom, un prénom, un site web ou le nom d'une boîte et qui va vous trouver l'adresse email, l'adresse physique, le numéro de téléphone et plein d'autres infos. Ultra simple à utiliser. Je vous fais la petite démo. Donc, je suis sur le même fichier. Hein. Ce n'est pas une démo où entre les deux, j'ai tout changé, etc. Là, je suis sur le même fichier. Donc, je vais sur Drop Contact. Je dépose un fichier qui peut être un vieux fichier que vous avez. Là, c'est mon fichier result.csv, donc le Phantom Buster m'a envoyé. Mais typiquement, si vous avez récupéré d'une ancienne boîte un fichier de lead et compagnie, ce qui est bien sûr pas autorisé et très mal, vous pourriez vérifier s'il y a encore des gens qui sont dedans. Ou en tout cas, il pourrait vous dire, lui, il n'est plus dans telle boîte, ou tiens, ça a changé, etc. Donc là, je l'envoie, il me dit que ça met un quart d'heure, une demi-heure à le récupérer. Donc ça prend un peu de temps parce que pour chaque personne, il va essayer de récupérer des données. Là, j'ai accéléré pour que vous puissiez voir un petit peu et je vais ouvrir le fichier pour vous montrer. Donc déjà, il m'a rajouté pour la civilité. C'est juste ultra important plutôt que de dire bonjour Madame Christophe, comment allez-vous? C'est bonjour Monsieur Christophe. Et aussi, alors attendez, je mets sur pause. Aussi, typiquement attends, je reviens en arrière, sur le prénom, il a enlevé, non, il n'a pas enlevé partout. Vous voyez, de Querville, il a laissé la petite étoile qui était derrière en ligne 15. Mais il nettoie un peu les first names et les last names. Hop là. Donc, je récupère le nom, le prénom, le titre dans l'entreprise, l'adresse email. Donc là, vous voyez, je n'ai pas toutes les adresses email, j'en ai à peu près, combien il me dit en bas, 23, j'en ai 70%. Il me donne le contact LinkedIn, il me donne la société, il me donne le téléphone fixe de la société, le site web de la société, le chiffre d'affaires, Amandine, pour répondre à votre question, le chiffre d'affaires publié, le nombre de salariés, le code NAF de l'entreprise, le sirène de l'entreprise, enfin, plein d'infos, même l'adresse physique de la boîte et le numéro de TVA. Donc, autant dire, vous gagnez un temps de malade mental. Ce n'est pas très cher, ces outils-là. Alors, ils sont payants, hein, bien entendu. Mais avec ces outils-là, vous êtes capable de récupérer, là, on l'a vu, en 10 minutes, vous avez récupéré 500 contacts. C'est juste dingue. Alors, donc voilà un peu Drop Contact. Là, on se retrouve avec un écosystème avec des fichiers qui sont qualifiés. Il y a une difficulté qu'on peut avoir quand on envoie des emails, c'est que si vous l'envoyez sur des emails qui ne sont pas des bons emails, vous allez rapidement être noté par Google ou par Microsoft qui va vous mettre une note. Et si trop régulièrement vous envoyez des emails à des contacts qui n'existent pas, Google ou Outlook ou Microsoft vont vous considérer comme spammer et vos emails ne seront plus délivrés. Donc, ils seront dans spam en direct. Donc, il faut faire très attention. Il y a plein d'outils comme Neverbounce, par exemple, que je vous montre là rapidement, qui vous permettent, vous envoyer un vieux fichier que vous avez récupéré d'une boîte il y a 10 ans. 10 ans, il n'y aura plus grand monde dedans, mais bref, il va vous dire, pour chaque email, cet email n'existe plus. Donc, vous serez capable, sur un fichier de 1000 lignes, de dire il n'en reste plus que 200 qui sont corrects. Et là, vous voyez, c'est très simple. En plus, c'est gratuit. Juste, là, pour l'instant, je n'ai rien payé. Il me dit moins de 1%. Donc, je n'ai pas besoin de payer. Par contre, s'il me dit vous avez 30% d'adresses qui sont fausses, je vais payer 3 € et il va me dire toutes celles qui sont fausses et du coup, je vais les enlever. Alors voilà, Rocket, donc on forme des BizDev, on forme des SDR. L'idée, c'est que c'est des gens qui vont être capables d'opérer une stratégie. En 3 mois, on ne va pas vous en faire des stratèges qui sont capables de vous permettre de définir une stratégie dès le début. Ils peuvent le faire à la fin de leur alternance ou au milieu. Mais au début, ils sont capables d'opérer une stratégie, de comprendre vos clients, de construire des ICP, des personas,
de faire ce que je viens de vous montrer, de construire et d'acheter des listes de cibles, de trouver les numéros de téléphone, de trouver les adresses email et derrière d'engager les clients automatiquement par email ou par LinkedIn. C'est ce que je vous montrerai après. Et ça, notre promesse, c'est quand ils arrivent chez vous, ils l'ont déjà fait 3 fois pour 3 vraies boîtes et pendant 3 mois. Et donc, du coup, ils arrivent, ils savent le faire. Donc, ce n'est pas des experts. Il ne faut surtout pas vous dire, je prends quelqu'un de chez Rocket en alternance et il va me faire ma stratégie et me permettre de gagner des millions. Mais si vous définissez la stratégie, aidez de boîtes spécialisées ou directement, vous avez des gens qui sont capables d'opérer et de mettre en place cette stratégie. Alors, on revient sur notre cas. 50 minutes pour identifier 50 leads. Donc, je vous ai menti parce qu'avant, je vous ai beaucoup parlé. Donc, on en est déjà à 51 minutes pile. Bref, j'ai mes listes. Maintenant, il va falloir que je les approche sur LinkedIn ou par email. Et là, je vais vous donner un autre exemple. Ce n'est pas Rocket School Marseille, mais c'est un exemple que j'avais mis en place quand je dirigeais les exécutives MBA du groupe Ionis, exécutive MBA Epitech. Executive MBA, c'est une formation qu'on fait en général entre 35 et 45 ans. C'est une formation un peu haut niveau qui vous permet de passer une étape. Et l'executive MBA Epitech, tous les lundis, ma commerciale, elle identifiait sur LinkedIn 10 CTO qui correspondaient vraiment aux gens avec qui on voulait bosser. Et automatiquement, elle leur envoyait des emails. Le lundi, elle les invitait à une réunion d'information qui avait lieu le mercredi. Le mercredi matin, elle les relançait en disant « Bonjour, est-ce qu'on compte sur vous ?» Le mercredi soir, il y avait cette conférence, ce meet-up. Jeudi matin, on les relançait. Le lundi d'après, on les rappelait par téléphone. Et ça, on l'a automatisé. Je vous montre un peu. Tous les lundis, Alexandra, elle envoyait 7 emails de façon automatisée et personnalisée à 10 CTO. Bonjour, Christophe. J'ai vu sur LinkedIn que vous étiez CTO chez tartampion.com et du coup, j'ai pensé que vous pourriez être intéressé par le meet-up qu'on organise mercredi soir. Executive MBA, comment permettre aux leaders techniques de passer le plafond de verre. Donc ça, c'était notre proposition de valeur. Est-ce que vous voulez en être Alexandra? Et PS, moi j'aime beaucoup utiliser les PS pour mettre la valeur perçue ou des exemples. Si ça vous intéresse, voilà une vidéo du CTO de vente privée qui a fait la formation avant de prendre ce poste. Les gens ne vont pas forcément cliquer sur le PS, mais ils vont le lire et ils vont retenir ça. Souvent, on retient le début et la fin. Donc là, normalement, ils retiennent que le CTO de vente privée a fait l'executive MBA Epitech. Je ne vais pas vous mentir, on n'avait pas des masses de réponses. On en avait parfois. Mais le mercredi matin, on faisait une petite relance. Christophe, est-ce qu'on compte sur vous ce soir pour la présentation? J'ai déjà pas mal d'inscrits. Ce serait également un bon moment pour réseauter entre tech. À vous lire, Alexandra. Puis je remets un petit PS parce que moi, j'aime bien les PS. Un autre tour d'expérience super intéressant du VP Engineering de Blablacar. Donc là, on renvoie le truc, genre waouh, il y a aussi le VP Engineering de Blablacar qui a fait la formation, donc une sorte de CTO. Vous voyez, mes mails, ils sont ultra courts. Ce n'est pas parce que vous personnalisez et que vous automatisez vos emails qu'il faut envoyer des emails qui soient très longs. Un email, c'est pour prendre contact. Et souvent, on a tendance à faire des emails un peu longs avec des couleurs, etc. Surtout pas. Les emails que vous envoyez de façon automatisée, c'est des emails que vous enverriez à une personne. Donc, si vous ne faites pas des trucs, vous ne passez pas 40 minutes par email que vous faites. Et là, vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe, plutôt une inversion. Est-ce qu'on compte sur vous ce soir? J'ai écrit OCMPTE au lieu de COMPTE pour au cas où. Je disais des conneries, pardon. Et là, du coup, normalement, quand on est en présentiel, je fais des blagues foireuses, mais qui font rire l'assistance. Donc là, peut-être que vous rigolez de loin, mais je ne l'entends pas. Je me sens tout solitaire, mais ce n'est pas grave. Bref, je fais exprès de faire une faute d'orthographe pour montrer que c'est quelque chose qui est réel, en fait. Merci, merci, vous êtes gentil. Et typiquement, il y a une autre astuce, parfois, les gens mettent « envoyer by mon iPhone ». Tout en bas, ça fait un peu genre j'étais dans la rue. Tiens, j'ai pensé à vous, est-ce qu'on se voit ce soir envoyé by mon iPhone? Et donc là, vous voyez, j'avais parfois des gens qui me répondaient. Alors, la suite, dans la vraie vie, parfois, enfin pardon, dans ma vie rêvée, c'est que tous les mercredis soirs, j'avais une conférence et j'expliquais à ces 10 CTO c'était quoi l'executive MBA Epitech. Dans la vraie vie, j'étais plutôt en train de boire des bières avec des amis parce que c'était très rare qu'on puisse les maintenir. Et en vrai, ça nous arrivait parfois d'avoir des gens qui venaient à la réunion sans avoir prévenu. Alors, la première fois, c'était un peu compliqué. Je me souviens, j'étais attablé en train de boire une petite bière avec des amis et puis je reçois un mail d'Alexandra qui me dit « Cyril, super emmerdé, j'ai un participant, il est là, etc. » Et en vrai, du coup, on lui a dit « Bah non, désolé, comme vous ne nous aviez pas prévenu, on n'a pas pu vous dire, on a dû le reporter, Cyril est malade, etc. » Bref, on avait trouvé une solution. Donc, quand on n'arrivait pas à le maintenir, ce n'est pas grave.
Et surtout, là où ça marchait, c'était le jeudi matin. Le jeudi matin, automatiquement, une petite relance. Bonjour Christophe, on n'a pas eu la chance de se voir hier soir. Mais en même temps, il y avait tellement de monde. Donc là, normalement, on rigole, bref, c'est pas vrai. Preuve sociale, réalité de la prise de contact, on n'aurait pas vraiment pu échanger. Si vous voulez, on peut en parler par téléphone. Je vous donnerai les grandes lignes du projet. Lundi prochain, point d'interrogation. En vrai, le point d'interrogation, ce n'est pas un point d'interrogation. Lundi prochain, Alexandra, elle prend son téléphone, elle l'appelle. Et même s'il n'a pas répondu, il a vu nos mails. Et donc, quand elle l'appelle, ce n'est pas un call call, ce n'est pas un appel à froid. Il a déjà vu nos mails. Donc, il va nous recevoir beaucoup plus agréablement quand on l'appelle à froid, quelqu'un qui n'attend pas notre appel. Bonne fin de semaine, Alexandra. Et là, c'est mon dernier email, donc je fais du PS dans tous les sens. Un avant-dernier truc sympa à vous dire sur la formation. On a un partenariat avec le JIGN et un séminaire sur leur camp d'entraînement. C'était trop ouf. PS2, la formation peut être prise en charge à 100%. En plus, c'est gratos. Et là, souvent, on avait des réponses. Les gens nous disent « Ah, pardon, je ne savais pas que c'était un vrai mail. » Bien joué. Ou alors « Désolé, je ne suis pas venu parce que je pense que ce n'est pas pour moi. » En tout cas, les gens répondaient souvent. Et quelqu'un qui vous dit « Ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas le temps », au moins, c'est une objection. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez lui dire, enfin, vous ne dites pas comme ça, mais vous dites, bon, écoute, le CTO de vente privée, il a fait la formation, donc ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Lui, il gère 400 personnes. Bon, ne dit pas comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, un commercial, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une objection parce que du coup, vous pouvez rebondir dessus. Et donc, globalement, tous les lundis, relance téléphonique. Cette approche nous permettait, avec 10 CTO tous les lundis, d'avoir 2-3 leads par semaine, ce qui nous faisait 80 à 120 leads par an, ce qui nous a permis d'avoir 30 à 40 clients, parce qu'on en scorait une partie entre 30 et 50%, et de générer un chiffre d'affaires annuel de 600 000 euros. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette approche, une fois qu'on l'a trouvée, cette épée magique, en fait, on a identifié non pas 10 CTO tous les lundis, mais 20 CTO tous les lundis. Et en fait, ça nous a permis de doubler le chiffre d'affaires. Et ce qui est dingue, c'est qu'on aurait pu en mettre 30. Alors, ça peut-être pas forcément triplé parce qu'ensuite, c'est à la marge. Mais comme on a un volume, les CTO en France, il y en a énormément, on est capable de faire de la masse, on est capable de faire du volume et de l'automatiser. Alors, cette épée magique, on a mis un petit moment à la trouver. Et d'où ça vient, cette approche? Et alors, le bouquin date un peu, mais c'est un peu la Bible dans la nouvelle façon de faire de la vente. Ce bouquin Predictable Revenue, qui a été écrit par Aaron Ross, c'est l'ancien patron de Salesforce, qui est un des principaux CRM au niveau monde. Et vous voyez, il y a 3 étapes dans une vie d'entreprise au niveau commercial. La première, l'étape A, c'est quand vous allez chercher vos clients dans votre réseau. Logiquement, les gens vous connaissent, du coup, ils font confiance, ça avance, etc. Ensuite, il y a l'étape B. C'est-à-dire tous vos clients, toutes vos connaissances, ils ont déjà pris des gens, ils ont déjà bossé avec vous, il faut aller en chercher d'autres. Parfois, vous avez testé quelque chose, ça marche, et puis ça ne marche plus, puis ça marche. Donc, la zone B, c'est une zone où vous testez plein de choses et du coup, qui est très stressante parce qu'on ne sait pas comment aller chercher du business de façon pérenne. Et la zone C, c'est une fois que vous avez trouvé là ce qu'on vient de vous montrer juste avant, cette sorte d'épée magique qui va vous permettre de savoir que si je vais chercher 30 personnes, tous les lundis, je vais en signer 15. Et c'est quelque chose qui finalement devient scalable. Et l'objectif de ce livre, même s'il date un peu, et de ce qu'on met en place chez Rocket avec ces approches-là, c'est d'automatiser tout ça. Alors, il nous reste 10 petites minutes, même peut-être un peu moins, et je vous montre la suite. Maintenant, j'ai mes listes. J'ai mes listes de cibles. Il va falloir que je les engage avec cette approche que je vous ai montrée. Donc, pour ça, je vais utiliser d'abord l'Emlist, qui est un outil qui va permettre d'envoyer des emails de mon mail personnel, enfin professionnel, à des gens. Il y a l'Emlist, il y a Datananas, et il y en a un troisième qui s'appelle Mixmax, qui sont pas mal. Donc là, je me connecte. Et je vais sur cet outil, vous voyez, je suis capable d'avoir plein d'infos sur vous voyez, le nombre de mails envoyés, le nombre de mails ouverts, cliqués et répondus. Donc là, sur les 372 emails qu'on a envoyés, j'ai eu 41% de réponses. On n'est pas sur, alors attends, je mets une petite pause. On n'est pas sur des outils de destruction massive. L'idée de ces outils-là, c'est d'adresser 50 personnes et d'en avoir 25 qui vous répondent. On n'est pas sur l'idée d'envoyer une newsletter à 3000 personnes. Donc, il faut vraiment bien cibler précisément et avoir un message qui est fin et qui est adapté. Et là, vous voyez, quand on fait ça, on a 41% de taux de réponse. Donc là, vous voyez, c'est les messages que je vais envoyer. Donc, premier message, bonjour
first name. Donc, vous voyez, c'est les textes que je vous avais mis avant. Hein. 2 jours après, j'envoie cet email et 1 jour après, j'envoie ce dernier email. Donc, le lundi, le mercredi et le jeudi. Et tous les trucs en bleu vont être remplacés par des colonnes que j'ai dans mon fichier Excel. Donc là, j'upload mon fichier CSV. C'est le même qui est sorti de Drop Contact. Hein. Dans cette démo, ce n'est pas une démo un peu fake où derrière, j'ai passé 1 heure à changer les trucs. Là, je vais associer chaque colonne à une variable. Donc, la colonne email, la colonne nom, la colonne prénom, etc. Donc, je sauvegarde. Il va rajouter du coup, là, il n'y en a que 20. Il va rajouter 20 contacts dans ma liste. Et automatiquement, ensuite, je vais pouvoir les voir un par un. Vous voyez ici, bon, ça a remplacé bonjour Mathieu, blablabla. Bla, bla, bla. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir potentiellement modifier. Alors déjà, je vérifie tout et je vais pouvoir modifier mes textes. Donc, supposons que Mathieu Zayat, je le connaisse bien. Je vais pouvoir modifier les textes et rajouter en bas PS2, tiens Mathieu, je connais telle personne de ta boîte, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est là où vraiment vous allez réussir à avoir des bons scores, c'est ça vous définit un template et ensuite pour chacun d'eux, vous faites un message séparé. Au tout début du Covid, ce qu'on faisait, c'est qu'on a fait un test où on envoyait des mails globalement à plein de monde et tous ceux qui étaient liés à la restauration, ils nous répondaient en nous insultant. Enfin, ce n'était pas nous, c'était nos étudiants. Et ils répondaient en mode, mais vous me prospectez là, c'est vraiment pas la période. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est grâce à la MList, juste avant, regardez, est-ce que le mec est plutôt dans la restauration et on rajoutait une petite ligne à chaque fois. Ah, au fait, j'espère que c'est pas trop compliqué ou tiens, je viens de raccrocher avec quelqu'un qui était comme vous dans la restauration, etc. Donc, vous personnalisez à outrance vos emails, mais de façon automatisée. Et surtout, les relances sont faites de façon automatisée. Parce que ça, c'est trop galère de faire des relances. Vous mettez une alerte, tiens, dans 3 jours, pense à rappeler telle personne. On oublie, c'est logique. Donc ça, c'était par email, mais vous avez un autre outil qui s'appelle Prospecting qui vous permet de le faire de le faire sur LinkedIn, de contacter des gens sur LinkedIn et de les relancer sur LinkedIn. Donc là, je vous remets les directeurs commerciaux marseillais. En fait, quand on arrive à Marseille, quand on arrive dans une ville, on identifie les directeurs commerciaux et on leur envoie 3 messages. On va sur leur profil, ensuite on leur fait une demande de prise de contact et dans la demande de prise de contact, on leur dit voilà, j'ai vu que vous étiez directeur commercial, on pense ouvrir à Marseille, j'aimerais avoir votre avis. Donc on positionne les gens comme des sachants. Donc là, vous voyez, il y a 14 résultats, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on demande aux gens leur avis dans le petit message d'invitation. Et après leur avoir demandé leur avis, soit ils nous répondent directement, soit ils ne le font pas, on leur envoie un autre email, un autre message sur LinkedIn en disant, écoutez, est-ce qu'on peut discuter de ça la semaine prochaine? Et on leur donne un lien vers notre calendrier. Donc, je vous montre un petit peu. Donc là, ça récupère les profils. Donc voilà, j'en ai 14. Et j'ai pris un scénario qu'on voit à droite, donc sur ces 14 profils. Head of Sales, là, on est sur Nantes, hein, mais bref. D'abord, je vais sur leur profil. Donc, les gens ont vu que je suis allé sur leur profil. Un jour après, je leur envoie une note. Bonjour Christophe, je suis en charge d'évaluer l'opportunité d'ouvrir Rocket School à Nantes. J'aimerais m'entretenir avec vous pour avoir votre avis. Et un jour après, une fois qu'ils ont accepté, merci Christophe, quand pouvons-nous échanger? Si besoin, vous avez accès à mon calendrier ici et je leur mets un calendrier. Et ça, du coup, c'est envoyé de façon automatique à toutes nos cibles. Et ce qui est top, c'est qu'on a rajouté un lien Calendly. Calendly, c'est un outil qui se plug à votre calendrier et ça permet aux gens de prendre des rendez-vous automatiquement. Et à Nantes, comme à Marseille, comme à Lille, quand ils ont ouvert, je ne vous dis pas comme ça remplit à fond leur calendrier. Et les gens, là, on ne leur vend rien. On va les qualifier, on leur demande leur avis. Et ce qui est bien, c'est qu'on leur demande leur avis, ils nous filent plein d'infos sur leur boîte, qui ils sont, comment ils fonctionnent, s'ils recrutent, etc. Donc, on les qualifie, on les score. Quelqu'un qui me dit, bah, moi, je recrute une fois tous les 4 ans, je n'ai jamais pris d'alternant et j'en ai rien à foutre, on ne va pas le relancer. Quelqu'un qui nous dit, je recrute des alternants, j'ai du mal à recruter et on utilise des techniques un petit peu comme ça, bah, pour le coup, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de Rocket. Donc, voilà un petit peu. Là, je vous ai montré à peu près dans les temps comment faire pour engager ces clients. Donc, on vous enverra le PDF, vous pouvez le reprendre comme ça. Tout ce qu'on vous a montré, alors nous, on n'a rien inventé chez Rocket. Ce que je vous disais, ce qui est cool chez Rocket, c'est qu'on on voit ce qui se passe un petit peu dans plein de startups, on voit plein de méthodes, on peut l'analyser et du coup, on essaye de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans les startups de la Silicon Valley et des belles startups françaises.
Alors, comment on peut vous aider si vous avez besoin de recruter des commerciaux, des gens du marketing ou des gens des CSM, donc Growth Hacking, SDR, CSM, on fait à Paris, on fait à Bordeaux, on fait à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Lille. Et si jamais vous avez aussi besoin de former vos équipes, on le fait. On a des formations qui sont CPF, qui sont certifiantes, qu'on peut prendre en charge pour aider vos équipes à la fois à structurer. On a une journée, c'est organisation commerciale, une journée pour comprendre un peu et bosser sur l'organisation commerciale. Et 3 jours, c'est la prospection 3.0, c'est vos commerciaux un peu classiques si vous avez envie de les monter en gamme sur tous ces outils, toutes ces façons de faire. En 3 jours, on met tout ça en place.